Bienvenue tout le monde à ce nouveau live expert qui est assez symbolique parce qu'on va le faire avec Ingrid et Lionel Poirot et c'est en réalité il y a un an, donc un an et un mois parce que c'était en décembre le premier, on avait fait donc le premier live expert qui a du coup amené tout ça, m'a amené à faire tout ça. Je vois qu'Instagram, il fait ressortir mon rouge à lèvres. Il n'est pas aussi rouge en réalité. Alors, j'essaie de les inviter. Hop. Voilà. Hey, bonjour Ingrid. Bonjour Rita. Soyez les bienvenus. Donc, comme je disais, on est dans le live expert du mois de janvier et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Lionel et Ingrid. Je vous laisse vous présenter puisque vous ferez mieux que moi. Ok, moi je suis Lionel Narendradas, j'habite aux alentours de Grenoble. Je suis Vidya, donc je suis praticien en Ayurveda depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'ai travaillé sur la confection des infusions Atma Bio, que vous connaissez peut-être et qui sont distribuées un peu dans toute la France. Et j'ai monté une école il y a de ça quelques années qui s'appelle Ayurveda Data, donc sous la forme d'un mentorat dans laquelle Ingrid évolue actuellement. Voilà. Il y a aussi Sandrine et Sylvain que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, qui collaborent du coup avec l'école et qui sont aussi dans le mentorat avec Lionel. Et du coup, Ingrid, tu veux te présenter? Donc oui, Ingrid Charroux, je vis dans le Nord-Isère, donc à 1 heure de Grenoble. J'ai intégré, moi donc je suis praticienne en Ayurveda et j'ai intégré le mentorat il y a maintenant 3 ans. J'ai suivi plusieurs formations avant. Je crois que j'étais connue à l'école lyonnaise des plantes médicinales. À l'époque, j'étais infirmière à domicile et j'ai découvert l'Ayurveda avant tout pour moi. Et j'ai voulu me former. J'ai commencé par oui, l'école lyonnaise. Ouais, c'est ça, les plantes. Puis tu as fait aussi Et après, yoga Ayurveda à Evian. Après, je me suis formée avec Alex Duncan et j'ai intégré le mentorat oui, il y a 3 ans. Je vais rentrer en 4e année. Dernière année. Dernière ligne. Ouais. Ils m'ont dit parce que j'ai demandé à Sylvain et à Sandrine, c'est quoi vos dates pour l'année prochaine, pour les stages? Ils ont dit non, ça sera fini. Voilà. Donc, super Ingrid, je savais pas que tu étais infirmière, moi aussi, de base. Alors, du coup, je rappelle tout le monde, l'objectif des lives experts, c'est un peu que vous puissiez venir poser des questions. Après, c'est des lives qui restent, donc si vous voulez poser des questions plus tard, parce que vous n'avez pas pu assister sous forme de commentaires, on viendra y répondre aussi. Donc, la thématique aujourd'hui, on va parler un petit peu, je sais pas si c'est une technique, on va parler de respiration, mais d'une façon assez particulière avec donc une technique, mais je sais pas si ça s'appelle une technique du Swara Tantra. Et pour moi, c'est assez symbolique parce que il y a un an, on avait fait un live, c'était sur Zoom à l'époque, et c'est ça qui m'avait relancé un petit peu dans mon envie de partage, d'autres professionnels, etc. Et c'est ça qui avait fait relancer les live experts. Donc, je vous remercie d'être là à nouveau. Et du coup, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le Swara Tantra? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Pourquoi s'intéresser à cela? Le Svara Tantra est un ensemble de techniques effectivement qui se basent sur le souffle, mais pas que. C'est par le souffle effectivement qu'on va avoir une expérience plus approfondie des saisons. Je dirais même une expérience de première main en fait sur les saisons et sur tout ce qui peut toucher à la connaissance de la vie et donc l'Ayurveda. Souvent on pose des questions en regard de mais d'où vient l'Ayurveda, depuis combien d'années en fait elle existe. Et c'est vrai que c'est toujours assez délicat de répondre à cette question, surtout si on part en fait du vivant, c'est-à-dire en fait d'une expérience vivante par soi-même en fait des choses. Et là, à ce titre-là, l'Ayurveda en fait ne peut pas être daté. Et peut-être l'outil de première main qui est le Svara Tantra en fait nous permet d'amener une forme d'attention
au quotidien en nous situant en fait entre deux polarités essentielles en Ayurveda, le chaud sec et le froid humide, qui correspond en fait au soleil et à la lune dans le tantra et dans d'autres traditions, et qui viennent conditionner en fait les substances et leur manière d'évoluer au travers des saisons. Et il faut savoir que les yogis, les siddhas, les yoginis et les tantrikas ne percevaient pas en fait le temps de la même manière que nous, ils le comptaient en fait en respiration. C'était par le souffle qu'ils comptaient le temps et en tout cas qu'ils pouvaient appréhender en fait la qualité même du temps. Et en observant son respiration, on a non seulement, comme tout à chacun le sait, une capacité de se mettre en attention et de se remettre au moment présent, mais on a une capacité aussi d'ouvrir l'espace-temps avec une certaine qualité de lecture sur une première main, c'est-à-dire de pouvoir voir comment la respiration circule, comment elle impacte les narines, comment elle se met en relation avec différentes parties du corps, en fonction justement de là où l'individu pratique et de la saison dans laquelle il pratique. Et de là, en fait, d'avoir une expérience bien du chaud, du froid, de son impact sur le corps et d'une compréhension de son rapport aussi aux substances, donc dans l'alimentation, mais aussi dans les plantes qu'on peut utiliser, ou des qualités même des vêtements ou de qualité l'ambiance d'une pièce, on va dire, par directement pouvoir le lire au plus proche en fait de la réaction de l'esprit et du corps. Donc entre le corps et l'esprit, il y a la respiration. Quand il y a un changement au niveau du corps, la respiration évolue, en tout cas va changer peut-être son rythme ou sa qualité, sa position dans la narine. Et au niveau de l'esprit, c'est exactement la même chose. Quand il y a un changement au niveau de l'esprit, le souffle aussi va rendre compte de ce changement. Donc l'esprit et le corps sont constamment en fait en dialogue, constamment en conversation, et le fait de pouvoir aller chercher dans le souffle la nature de ce dialogue va nous permettre de déguiser une compréhension, d'affiner une sensibilité sur ce rapport corps-esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas toujours les informations qu'on cherche, on a les informations qui sont en vérité. Et de ces informations-là, on ne peut pas toujours en faire quelque chose, et ce n'est pas le but du Svara Tantra non plus, mais ça nous permet, nous, de confronter notre sensibilité, notre intuition par rapport à quelque chose qui est réellement en train de se passer, et de pouvoir au quotidien avoir un outil qui ajuste, bien préciser en fait notre outil intuitif et notre rapport en fait corps-esprit. Pour moi, en tant que praticien, c'est essentiel, puisque en fait, l'espace d'écoute, pour moi en tout cas, de l'Ayurveda, part de quelque chose de vivant et ne part pas nécessairement en fait de quelque chose d'écrit. Les écrits sont intéressants pour moi pour valider en fait l'expérience dans le vivant et pas l'inverse. Je ne vais pas nécessairement, par exemple, dans ma pratique des textes, et des textes, j'en ai des centaines, et j'adore les textes, j'adore le sanskrit, j'adore aller dedans, mais ça ne peut être pour moi le seul support qu'on peut avoir. Sinon, l'Ayurveda, pour moi, se sclérose dans quelque chose qui est l'expérience de quelqu'un d'autre. Et l'expérience de ce quelqu'un d'autre vient certainement d'une expérience vivante. Et pour moi, au plus près du vivant, ce que peut amener le Svara Tantra, c'est cette expérience vivante qui se déroule en fait à chaque instant. Oui. De toute façon, la transmission à la base était orale et elle était sûrement basée sur ce type de technique et ce type d'observation, de présence finalement. Mais peut-être Oui, que la rédaction, elle est venue parce qu'on a perdu en capacité, je ne sais rien. le Vedya était un yogi. Quand on a dans les textes comme Punarvasu, Atreya, tous ces grands sages, on parle de Atma Purusha, ou on parle aussi des fois d'Adi Yogi. Donc, ce sont des personnes qui ont une forme d'introspection et c'est une évidence pour moi que leur capacité, leur profondeur dans l'Ayurveda, donc dans la connaissance de la vie, encore une fois, on ne parle pas
stricto sensus d'une technicité médicale ou d'un corps médical à part entière, qui est souvent la définition seule de l'Ayurveda. On parle de sa vraie définition, de celle de la connaissance de la vie, c'est-à-dire comment agissent les substances, comment agissent les saisons sur moi, comment agissent en fait les émotions, comment agissent les pensées, et comment elles viennent affecter en fait les espaces en moi, et du coup d'avoir une première main sur l'expérience de la vie, sur la connaissance de la vie. Merci. Tu aimerais ajouter quelque chose, Ingrid? Non, c'est bien. N'hésitez pas, ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, vous pouvez poser à tout moment et je les poserai au bon moment. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si on veut le pratiquer, parce que du coup, on est resté un petit peu dans le vague pour ceux qui connaissent pas. À quoi correspond cette observation, cet état de présence? Enfin, à travers quoi on le fait et comment est-ce qu'on le fait? Tu veux... Ouais. Bah, déjà, la pratique, ce qui est intéressant dans le Varatantra, c'est que dans un premier temps, d'observer son souffle, ses narines en heure de Brahma Muhurta. Donc, cette heure particulière avant le lever du soleil. Donc, c'est une période, Muhurta, c'est 48 minutes. 48 ou 46? 48 minutes. 48 minutes, voilà. Entre 88 et 48, pardon, et 96 minutes avant le lever du soleil. Et c'est une heure auspicieuse, où on dit que la qualité, le guna sattva prédomine, c'est plus propice à l'introspection. Et donc, ce souffle à cette heure-là nous permet aussi de lier à l'univers, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en fait, de poser son attention sur ce qui se passe en soi et en même temps de se relier aux qualités qui sont présentes dans l'univers à ce moment-là. Et du coup, de commencer la journée en conscience. Et c'est surtout pour ça que j'ai fait ce support de l'agenda calavidien, parce que du coup, chaque matin, on a une narine qui est active plutôt que l'autre. Enfin, en tout cas, avec le Titi, donc le jour lunaire qui est présent, qui influence les qualités, donc froid, humide, chaud, sec. Et tous les 3 jours, ça change. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais tous Faut les 3 penser qu'il jours, y a ça des change personnes de qui n'ont jamais entendu parler de ça. Donc, quand tu parles de Titi, les gens, ils te suivent pas. Donc, on est en train de parler, donc pour introduire une technique de respiration où on est en train d'observer la respiration et donc, ce qui est proposé, ce qui est plus facile, parce que ce que j'entends de Lionel, ce que tu dis, c'est qu'on peut l'observer en longueur de journée finalement, mais il y a un espace de temps, non? Oui, un espace de temps où c'est particulièrement intéressant et plus facile de le faire. Alors, c'est pas que c'est plus facile, c'est que l'impact de ta conscience et de l'observation que tu vas avoir dans cette période de Brahma Muhurta va potentiellement impacter en fait toute ta journée, cette dynamique corps-esprit d'une certaine manière. Et cette dynamique corps-esprit, elle se régule sur le rythme de l'univers à la position de la Lune et du Soleil. Et dans cette période particulière, tu as une chance de te recoordonner sur ce qui non seulement influence ta vie, mais ce qui la régule aussi. Donc, comme tu dis, effectivement, et comme l'expliquait Ingrid, on peut, l'idée c'est d'ouvrir sa journée en se captant, on va dire, dans cette dynamique corps-esprit particulière, dans un moment particulier. D'accord, hein. Donc là, on parle de Vata Dosha, en fait. Hein. Vata, Vayus Tantra Yantra Dharaha. Donc c'est celui qui coordonne la machine, qui instruit la machine, qui étalonne la machine. C'est le grand chef d'orchestre, en fait, du corps. Et lui, Brahma Muhurta, c'est son moment reset, on va dire. D'accord? Et sur ces courants magnétiques de position de la Lune et du Soleil à ce moment-là, les vayus aussi vont se réordonner et il n'y a rien de mieux pour réordonner les vayus, en fait, que de le prendre depuis la respiration. Parce que c'est là où se coordonnent prana, udana, apana, samana et tous les autres vayus. Okay? Donc en fait, on réinitialise le chef d'orchestre simplement par quoi? Une intention aux narines.
à un moment particulier. C'est comme un petit réaccordage en fait, chaque matin au réveil pour commencer ta journée en conscience. Et ouais, je le vois comme un réaccordage. C'est ça. C'est un raccordage. Et après, on compte sur quoi? Sur l'aspect auto-régulant et auto-régulé de ce qu'on appelle Dhanvantari, c'est-à-dire de cette intelligence régulatrice, ce médecin intérieur en fait, qui lui, il a juste besoin à un moment, hop, de se remettre au bon moment, s'ajuster, on lui redonne les bons codes en se calquant en fait sur les choses les plus impactantes dans notre vie qui sont la lune et le soleil. Et après, dans sa journée, ça va l'entraîner, si tu veux, à faire de même pour le reste de la journée. Et ça n'empêche pas que ça doit inviter aussi le pratiquant ou la pratiquante à s'observer à différents moments de la journée, à savoir, tiens, par où passe mon air, à quel endroit dans la narine, puisque ça va faire écho, en fait, à cette période de Brahma Muhurta, ou simplement, ça va donner une certaine présence qui va calmer, on va dire, la constriction du temps, la déformation de l'espace-temps, qui est souvent notre quotidien en faisant tout un tas de choses et sans s'occuper vraiment de soi et sans revenir à soi réellement. Hein, donc c'est vraiment une invitation aussi dans sa journée à revenir à cet espace du souffle. Et donc, dans ce cadre, ce qu'Ingrid disait tout à l'heure, pour ceux qui donc n'ont pas réussi à suivre, c'est qu'il y a une agenda qu'ils ont créé, qu'Ingrid a créé, et qui nous accompagne pour voir justement quelle est la narine qui va être plus active. Et on va peut-être parler de ça dans un deuxième temps. Et je vois juste qu'il y a des questions. Peut-être qu'on va répondre aux questions. Et après, on explique la partie de l'agenda. Du coup, il y a Sattva-Way, qui est une de mes élèves que je recommande, qui fait de l'Ayurveda et du yoga dans le sud. Bonjour à tous les trois. Est-ce qu'on aurait une fenêtre énergétique semblable à Brahma Muhurta, mais le soir, au coucher du soleil? Et l'impact sur nos nuits, rêves, etc. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, la question, c'est à savoir s'il y a d'autres fenêtres énergétiques que Brahma Muhurta, hein, c'est ça? Mais le soir. Est-ce qu'il y a un équivalent de Brahma Muhurta, mais pour la Ratriyacharya, si je comprends bien? Il y a un équivalent, mais il n'est pas aussi puissant que celui du matin. Et il est vraiment secondaire. Et en fait, pour répondre peut-être un peu plus complètement à cette question, il y a 30 muhurta dans une journée. Donc il y a 30 fois 48 minutes qui font 24 heures. Et dans chaque muhurta, il y a une fenêtre. Mais cette fenêtre, elle ne va pas résonner pareil, puisqu'elles ont différentes qualités, différentes fonctionnalités, on va dire, en tout cas dans les traditions indiennes. Mais il n'y en a aucune qui a autant d'impact sur cet aspect de régulation, de rythme et d'équilibre en fait que Brahma Muhurta. Encore une fois, au-delà en fait de la valeur de ces différents muhurtas tout au cours de la journée et de comment elles peuvent aussi influencer le souffle, ou en tout cas de comment on libère notre espace d'attention dans ces fenêtres de temps et d'utiliser le souffle pour cela, il y a l'idée, c'est toujours ce retour en fait au présent et ce retour à soi. Qui plus est, on va s'apercevoir que dans la journée, il y a une variation du chaud, du froid, du sec et de l'humide, comme il l'a aussi au niveau des saisons, hein, et Charaka en parle très bien en fait, c'est cette notion de voir les saisons en fait dans une journée, et de voir dans une journée en fait toutes les saisons. Donc on commence au printemps, le petit matin, il fait froid, humide, et puis on arrive vers midi, c'est l'été, voilà, début d'après-midi, puis hop, déjà il y a l'automne de fin d'après-midi, début de soirée, et puis après il y a l'hiver, la nuit. Voilà. Donc tout ça est coordonné au guna et peuvent se voir dans la respiration. Et après le jeu, la seconde étape, on va dire, après un très bon exercice, un très bon entraînement dans l'intention, voir comment les différentes parties du jour et des saisons vont influencer et des fois vont faire que la narine va rester, par exemple, ouverte au même endroit sur des longues périodes de temps parce qu'il y a une autorégulation en fait avec la saison en cours ou des fois avec le moment de la journée en cours. C'est pour ça que dans l'agenda, d'ailleurs, il n'y a pas juste
un entraînement au souffle, il y a aussi toute une compréhension des saisons en termes de guna et d'inviter les personnes à comprendre les saisons aussi à travers ça. Et puis, il y a bien sûr des recettes associées d'autres élèves qui ont participé à l'agenda, qui sont liées au guna, et une invitation à s'observer sur ses selles, sur ses urines, sur ses comportements, et notamment aussi sur ses rêves. Et c'est une fonctionnalité très simple de l'agenda, c'est s'il reste à côté du lit, si vous voulez vraiment faire un travail en yoga nidra ou sur l'interprétation des rêves, la meilleure chose à faire, c'est de les noter au quotidien. Et là, peut-être que, je me rappelle plus son prénom qui a posé la question, pourra peut-être voir en fait des balancements de son souffle dans les narines et de comment ça a été évident pour elle dans une journée de se remettre au souffle ou pas d'ailleurs, de voir que potentiellement aussi les rêves sont influencés par ça, puisque les rêves sont influencés par les gunas aussi. Les gunas, pour ceux qui sont un peu perdus, c'est les caractéristiques. Parce qu'on va regarder, en fait, on va toujours observer, par exemple, le froid. Comment je ressens le froid, la légèreté, la lourdeur, etc. Merci. Et il y a une autre question. Anoucha, elle demande, j'avais lu quelque part, on peut se baser sur quelle narine est plus activée avant de prendre une décision. J'avais lu quelque part cette information. On observe, avant de prendre une décision, on observe quelle est la narine qui est la plus active pour prendre la décision. En même temps, j'ai envie de dire, il faut déjà être sûr que le mental est apaisé et qu'il n'influe pas aussi sur notre souffle. Le souffle, c'est un peu comme un pendule. Donc, quand on utilise un pendule, il faut déjà être clair en soi et avoir l'esprit posé pour pas influencer le pendule. Du coup, notre souffle, c'est pareil. Tout à fait. Et je pense qu'il faut déjà apprendre à observer son souffle sans chercher à l'utiliser pour quoi que ce soit, pour interpréter ou à prendre une décision. Mais déjà, dans un premier temps, ça me paraît primordial de juste ressentir son souffle, ne serait-ce que le ressentir. C'est déjà des fois hyper compliqué de ressentir les frottements de l'air et de distinguer quelle est la narine qui est active. Oui, puisque le mental va pouvoir souvent influence énormément en fait la manière dont l'attention vient se poser en fait. Et c'est un premier travail, cet agenda, c'est une invitation à pouvoir commencer à dissocier ou en tout cas avoir le discernement. Est-ce que le souffle attire mon mental ou est-ce que c'est mon mental qui attire mon attention sur une narine et qui du coup fait que le souffle se propose dans cette narine? Alors que ce n'est pas le rythme ou ce n'est pas la réalité en fait que le corps ou la dynamique corps-esprit est en train d'expérimenter actuellement. Et là est toute la subtilité du Svara-tantra. La question invite à cette réflexion et souvent effectivement quand on a quelques textes encore qui nous viennent de certaines traditions, et là l'exemple il est sorti du Shiva Svarodaya Tantra, qui est plutôt un manuel qui à un moment invite à utiliser cet outil comme non pas comme un simple outil d'observation, mais comme un outil impactant en fait ta vie, dans ta prise de décision, dans la connaissance de l'avenir. Et là, on parle de siddhi en fait, qui peuvent être à découler de cette pratique, mais qui n'est en aucun cas en fait une finalité. Parce que comme l'a bien exprimé Ingrid, et on le voit tous quand on pratique à un moment, mais est-ce que ma narine gauche, elle est ouverte parce que j'y porte mon attention ou est-ce que elle est ouverte parce qu'elle est réellement ouverte? Et ça demande déjà bien une bonne année, voire 2 années de pratique avec le calendrier pour pouvoir, voilà. Mais c'est énorme. Du coup, ce que ça peut apporter derrière, effectivement, ça ouvre énormément de perspectives. Mais c'est une difficulté. Moi, je témoigne parce que j'ai pu le pratiquer aussi. Et en fait, l'agenda, il va nous dire quelle est la narine qui devrait être active, en fait, pour être dans une connexion avec l'univers, je sais pas comment dire comme ça. Et du coup, en fait, comme on a envie que ça soit cette narine-là, quand on se réveille, du coup, l'observation, elle est complètement manipulée.
Donc c'est vraiment pas simple du tout, je trouve, de cette pratique au final. Elle est pas simple. Je pense qu'elle a besoin vraiment beaucoup de lenteur, comme beaucoup de choses si on le fait de façon approfondie, beaucoup de conscience, beaucoup de. Je sais pas quelle est la bonne méthode, mais c'est vrai que de regarder la veille comment la narine elle va devoir être le matin, ça risque d'influencer le mental, il risque d'influencer fortement cette observation en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir comment notre jeu du mental aussi, comment il peut être fort et influencer notre souffle et tout ce qu'on peut faire en fait, diriger notre vie. Donc pour moi, c'était ce qui m'a marqué dans cette pratique, c'est ça, de revenir à soi et d'arriver à lâcher ce mental et du coup aussi à voir tous les conditionnements qu'on peut avoir et qui, au fil du temps, hein, se délitent un petit peu. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. Et après, il y a plusieurs techniques, hein. Il y a des gens qui Oui, nous font le retour qu'ils regardent pas l'agenda, ils font leur pratique, ils valident ou pas, et en fonction de ça, bah, il y a des techniques pour bien sûr basculer la tension du souffle sur l'autre narine. Donc ça aussi, c'est détaillé dans l'agenda. Où il y a des gens qui regardent avant et qui supposent effectivement que globalement, on peut être ou on peut influencer le souffle. Et c'est là en fait où on rentre dans la profondeur en fait de cette pratique, qui est une forme de pratyahara, c'est-à-dire quand on entend par pratyahara, souvent on le définit par la rétraction des organes des sens. Et là, vous avez un des outils peut-être les plus évidents et les plus forts pour le faire. C'est-à-dire que par l'objectivité du souffle, de voir si vous êtes détaché dans le souffle ou si vous êtes complètement en fait attaché au souffle. Et si vous êtes attaché au souffle, c'est que le mental et le conditionnement de votre mental vous attache à ce souffle et vous n'êtes pas réellement en fait ni dans un état de méditation, ni dans une forme de prana, ni dans une forme en fait d'attention particulière. Et du coup, c'est de là en fait où je dirais tout pratiquant de la méditation consciencieux peut partir. Il peut partir de cette attention au souffle, à de savoir est-ce que je suis complètement impliqué encore dans le souffle ou est-ce que le souffle est là, j'ai pas besoin vraiment de l'entretenir, mon attention est liée au souffle et derrière il y a un vrai désengagement, il y a un vrai pratyahara. Okay. Donc oui, pour moi, c'est une invitation. Ce calendrier et cette pratique est une invitation à l'exploration. Ce n'est pas une technique qui vous démoule quelque chose de tout chaud, tout prêt et que vous avez juste à déguster. Et pour moi, c'est cette invitation, cette exploration que tout à chacun va pouvoir faire, pour moi, qui est belle, puisque c'est un chemin qui vous invite à une remise en question de certaines choses, de certains principes, et de vraiment vous ouvrir comme un oignon, feuillet après feuillet, et de vous découvrir en fait par la pratique. Et donc, si vous êtes praticien en Ayurveda ou vous êtes patient en Ayurveda, peu importe, vous avez un lien avec l'Ayurveda, vous allez très très vite comprendre en fait l'utilité et la pertinence de ce genre d'outil dans votre compréhension des substances, de la vie, de comment vous fonctionnez par rapport aux saisons, la lune, etc. Du coup, c'est pas du tout marketing dans une société d'urgence qu'il faut tout de suite. Mais par contre, si on se dédie à ça, ça peut vraiment nous amener de la cohérence à qui on est, à qu'est-ce qu'on fait. On parlait de décision tout à l'heure. Je pense que ça nous aide aussi à prendre des bonnes décisions en cohérence avec nous, en fait, au final. D'être plus en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Et Anoucha, elle dit aussi, est-ce que nos rêves vers 4 heures du matin, qui semblent venir d'une autre dimension, pourraient correspondre à cette fenêtre de Brahma Muhurta? Oui et non. Souvent, on dit en Ayurveda, alors là, on n'est plus trop dans le tantra, mais c'est pas grave, c'est que les rêves qui sont dans cette période en fait de la nuit, donc souvent en sommeil paradoxal, sur le matin en Ayurveda, sont désignés comme des rêves où l'attention se déplace, revient de l'aspect nidra, donc du sommeil, qui est une phase d'ignorance totalement tamasique,
vers une phase un petit peu plus rajasique, où l'attention va se poser dans ce qu'on appelle notre corps astral. Et dans notre astralité, il y a des formes de mémoire, puisque le corps astral est un corps en fait qui va s'imprimer de différentes couleurs émotionnelles et de différents accès à des mémoires particulières. Et souvent, vers 4 heures du matin, on revient vers le corps conscient, donc ce qu'on appelle Jagruti, c'est-à-dire on va revenir, on va ouvrir ses sens et puis on va sortir du sommeil complètement. Donc on est dans cette phase entre le sommeil et la veille qui nous amène dans une phase tampon de ce corps astral où là les images et les impressions qui viennent sont souvent c'est un peu une poubelle. Et en Ayurveda, on ne prend généralement pas au sérieux ces rêves dans ces moments-là. Et oui, ça nous donne l'impression d'être dans un autre monde puisque l'attention n'est pas encore totalement dans le corps. Elle n'est plus dans l'aspect du rêve ou du sommeil. Elle est dans un entre-deux et où là, on a des sensations assez grossières avec des choses pêle-mêle qui se télescopent, mais qui sont plutôt des énergies en train d'être vidangées par le corps que quelque chose sur laquelle une certaine intuition ou une certaine interprétation est bonne à donner. Et en Ayurveda, on dit que c'est le genre de rêve, on les dégage. Ils n'ont pas d'interprétation ni sur les doshas, premièrement, enfin sur la connaissance des doshas et ce qui pourrait se passer en termes de doshas en nous, ni en termes d'interprétation, de prémonition ou je ne sais quoi d'autre. Sauf si la personne est dans cette période-là en sommeil profond et qu'elle se réveille d'un coup et que derrière, elle n'arrive pas à s'endormir. Okay. Et effectivement, peut-être, et là, je n'ai peut-être pas une vraie expérience de ça, donc je ne vais pas trop m'avancer dans ce que je dis, c'est une hypothèse. Peut-être que les personnes qui arrivent dans une certaine phase de sommeil en Brahma Muhurta vont, comment dire, être dans une espèce de lutte, on va dire, entre le désir d'être dans une certaine conscience, mais aussi l'état de ce pseudo-sommeil qui retient dans le tamas encore et dans le kapha la conscience, la buddhi, qui elle cherche en fait son éveil. Et Brahma Muhurta veut bien dire ce que ça veut dire l'heure de Brahma, donc l'heure de la conscience, et dans cette période de lutte, il peut y avoir peut-être cette espèce de sentiment d'être dans une autre réalité avec des impressions pêle-mêle qui se chevauchent, dans laquelle hop, on va dedans, on ressort, on revient dedans, et voilà. Et peut-être là, il y a un signe que le corps, dans son intelligence, a juste envie d'une chose, c'est de se lever pour se mettre dans la conscience. Et vu qu'il y a du tamas, tout ça, il y a une espèce de lutte peut-être dans cette période-là. Possible. Merci. Moi, je peux partager aussi mon prof de Vedanta. Alors, c'est pas de l'Ayurveda, c'est encore autre chose. Mais il parle aussi, une fois quelqu'un a posé la question aussi sur les rêves, et lui, il explique différemment de l'Ayurveda. Il dit que les rêves, ils aident beaucoup à la gestion du mental, à quand le mental il soit équilibré, parce qu'ils permettent aussi, que ce soit un horaire Brahma Muhurta ou pas, de manifester et d'accomplir des choses qu'on aurait envie de faire, mais qu'on doit réprimer. Et du coup, on peut le vivre d'une certaine façon à travers cet état de rêve, et que c'est très salutaire parce qu'on comprend que ce n'est pas la réalité, mais en même temps, on l'a vécu. Et des fois, ces rêves aussi, ils font, alors ça dépend de quoi on parle, mais des fois, il y a des rêves qui ont l'air très réalistes et on a l'impression de les avoir vécus. Et des fois, il y a des choses qui se passent vraiment dans une réalité parallèle, on peut dire comme ça, mais ça, on ne sait jamais si c'est une réalité parallèle ou pas, à moins qu'on demande aux autres personnes qui étaient dans ce rêve-là, si elles aussi, elles ont eu ce rêve. Et donc, si c'est un rêve commun, par exemple, si j'agis d'une réunion, des choses comme ça, et il se peut que si on demande à ces autres personnes qui étaient dans le rêve, si elles ont eu exactement le même rêve, à ce moment-là, ça serait pas juste un rêve individuel et une gestion de notre propre mental, mais quelque chose plutôt de commun qui se passe dans une réalité parallèle. Après,
C'est pas juste à la Ayurveda, c'est pas de en l'Ayurveda. Ayurveda, on a différents types de rêves dans différents états. Et du coup, on interprète ou pas le rêve en fonction de ça, effectivement. Alors, Anoucha, elle a encore une question et après, j'aimerais bien qu'on me parle un petit peu de l'agenda. C'est ce qui arrive souvent. Je me réveille du coup à 4 heures du matin et je n'arrive plus à me rendormir car le rêve semble si vrai. Donc, après, il y a une histoire aussi. Est-ce que c'est le même rêve qui revient tout le temps? Donc, ça, mais dans d'autres courants qui sont pas forcément dans le Vedanta, on parle de ces rêves prémonitoires. Ça peut être quelque chose comme ça. La question, je ne l'ai pas bien cernée. Qu'est-ce que demande Anouchka? C'est un commentaire, parce que c'est la même personne qui avait dit, qui avait demandé par rapport au rêve, et toi t'avais dit, à moins que si c'est un rêve où on se réveille et que du coup on n'arrive plus à se rendormir. Donc elle dit que c'est son cas. Ouais. Et là, souvent, en Ayurveda, on place le curseur de l'interprétation, on le déplace vers effectivement la nécessité potentielle de l'interpréter et qu'il ait une certaine réalité et un certain impact en fait sur ce qui va être vécu dans les jours qui viennent ou ce qui ont été vécus et qui rejaillit d'une certaine mémoire et qui demande notre attention du coup. Et c'est assez du bon sens que peut-être d'une certaine manière le davantari intérieur ou cette intelligence intérieure derrière le rêve nous réveille pour que tout de suite on puisse dans la conscience l'assimiler et se dire bon tiens là il y a quelque chose sur laquelle j'ai peut-être pas assez d'attention ou sur laquelle je ne vois pas et qui mérite mon attention. Donc est-ce que vous voulez expliquer un petit peu, je reviens au sujet du Solar Tantra, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était cet agenda, voilà, comment on l'utilise pour cette pratique. Ouais. Donc, je vous le remonte là, l'agenda, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je l'ai vraiment créé pour avoir un support de pratique pour le Svaratantra. Quand Narendra m'a transmis ses enseignements, moi j'ai voulu aller le pratiquer et j'ai jamais trouvé de support parce que du coup donc on va faire bref et compréhensible, une narine qui est active le matin plutôt qu'une autre en fonction du jour lunaire. C'est-à-dire qu'au fil du temps où la lune se déplace, elle active certaines qualités qui du coup activent une narine plutôt que l'autre. Et en gros, tous les 3 jours, ça change de narine. Donc pour s'accorder à l'univers le matin au réveil, il faut qu'on sache quelle est la narine active qui est censée être activée. Donc c'est pourquoi j'ai créé cet outil et que vous retrouvez du coup un calendrier mensuel avec les petits symboles lune et soleil. Donc je vous montre par exemple là février. Voilà. Du coup, le soleil correspond à la narine qui doit être active, donc la narine de droite, et la petite lune pour la narine de gauche qui doit être active. Donc, ça nous permet d'avoir ce support-là. Donc, c'est la première intention. Et après, effectivement, c'est tout expliqué, les pratiques pour observer son souffle en conscience, déprogrammer son mental justement pour être sûr d'être sur la bonne narine et que c'est pas notre mental qui drive. Il y a des vidéos qui sont en lien à chaque pratique pour vous aider voilà, à faire ça en fait, hein, tout simplement. Donc il y a cette pratique du Svaratantra. Et après, il y a tout un travail sur les saisons, donc de comprendre la dynamique de chaque saison en Ayurveda, donc toujours sur les qualités froid, sec, chaud, humide. Donc chaque mois, je vais vous retrouver. Il y a aussi une partie sur les festivals, les fêtes indiennes en fait, qui sont calées justement sur cet aspect lunaire et solaire. Et du coup, on donne aussi une compréhension au niveau du souffle et de l'importance en fait de ces moments qui rythment l'année et qui sont aussi en rapport avec les saisons. Donc, on les détaille un petit peu. Et aussi, en fait, le Brahma Muhurta, c'est pas le même toute l'année parce que le lever et le coucher de soleil ils changent. Donc et en plus, ça va pas être la même chose au sud de la France ou au nord de la France. Donc en fait, ils ont fait tous ces calculs-là. Et c'est ça qui est ça, je pense qu'on
je sais pas si on peut le trouver ailleurs, peut-être, mais moi, je l'ai jamais trouvé ailleurs. Et donc, c'est ça qui nous permet de savoir quel est le Brahma Muhurta là, donc dans quels horaires il faut que je fasse cette pratique-là. Et puis, moi, je fais partie de ces gens-là qui, du coup, ne regardent pas, parce que si je regarde la veille, en, mon mental, il prend trop le dessus. Mais après, si on observe que c'est pas la bonne narine, il y a des techniques pour qu'on puisse se rééquilibrer. Est-ce que j'arrive à, c'est ça. Et donc tout ça, c'est dans cet agenda. Donc, il est particulièrement intéressant pour débuter la pratique. Je sais pas dans le futur, mais si on a toujours besoin, mais en tout cas pour débuter, je pense que c'est bien. Et du coup, Anoucha, elle demande, oh génial, le calendrier, où est-ce que je peux l'acheter? Donc allez-y. Pour l'acheter, donc il y a bah, je le mettrai, ou tu le mettras sous la vidéo, je sais pas. C'est sur Je le un lien mettrai. de. Il faut que tu me l'envoies, je peux le mettre. Voilà, ouais. Un lien directement, ou alors passer par mon Instagram et que je vous envoie le lien. Donc là, normalement, l'Instagram d'Ingrid, il doit s'afficher pour vous. Vous pouvez aller lui poser la question directement, mais sinon, moi, je le mettrai après, une fois que le live sera diffusé, je le mettrai autant sur Instagram que sur YouTube, dans le Il descriptif. enregistre encore, donc pas de souci. Sankrati, le 14 janvier, était un jour spécial, du coup, elle demande à Nusha. Sankrati, le 14 janvier. Moi, je connais pas. 14 janvier, 14 janvier, c'était Kadashi, je crois, non? Et Kadashi, c'est tous les mois, non? C'est une période, non? Tous les mois? 2 fois par mois. Oui, c'est ça, c'était Kadashi. C'était Kadashi. Donc, en fait, en Inde, si vous voulez, et Kadashi, c'est le 11e tithi lunaire, aussi bien de la lune croissante que décroissante. Et en fait, dans certaines traditions indiennes, il y a un jeûne particulier en fait qui se fait. Et selon les différentes périodes de l'année et des saisons, cet Ekadashi prend différentes valeurs. Voilà. Donc là, certainement que celui du mois de janvier avait, donc en lune descendante, hein, puisqu'on va vers la lune noire, avait certainement une valeur particulière. Bon, génial. S'il y en a d'autres questions sur le Swara Tantra, n'hésitez pas, ou sur d'autres choses si vous voulez en profiter. Et du coup, toi, Ingrid, tu pratiques depuis combien de temps maintenant? Alors là, moi, j'ai créé mon activité, donc j'ai quitté mon activité d'infirmière il y a 5 ans. J'ai commencé un petit peu, surtout avec la sonothérapie et d'autres soins. J'ai continué à me former en Ayurveda. Et là, ça fait 4 ans que je pratique, en tout cas professionnellement, l'Ayurveda. Parce que ça fait 10 ans maintenant que j'expérimente. Et le Swara Tantra? Alors, j'avais commencé, tu nous en avais parlé, yoga et Ayurveda, de la formation d'Evian. Et donc, j'ai suivi pendant un bon moment. Et après, j'ai lâché parce que j'avais pas le support, en fait, pour aller plus loin. Donc, j'ai lâché un petit peu, j'ai fait d'autres pratiques. Et après, c'est revenu dans l'enseignement du mentorat dans le cadre du Gurukulam. Et c'est revenu et ça me retitillait, donc j'ai voulu aller plus loin. Et c'est là que je dis, il faut que je crée un support. À la base, c'était un support pour moi que je voulais créer. J'avais pas prévu tout cet agenda pour ma pratique et parce que je voulais vraiment expérimenter ça. Et puis après, j'ai visualisé cet agenda parce que je le voulais aussi comme un support pour tous nos patients qu'on accompagne en Ayurveda, où on demande de noter, de s'observer comment sont les selles, comment sont les urines, est-ce que ma transpiration a changé, comment je dors. Et du coup, je l'ai visualisé pour créer vraiment un outil d'observation de soi, d'apprendre à noter ce que l'on observe et du coup de pouvoir faire aussi son rétrofeedback de voilà ce qui s'est passé, voilà ce que ça a impacté aussi dans mon corps. Et ça, c'est important, je trouve, parce qu'on est notre propre médecin, en fait. Et en ça, il est très bien fait parce qu'il y a réellement la place en fait pour chaque jour aussi pour pouvoir noter tout ce qu'il y a noté. Et moi, je sais qu'en tant que praticien, j'aime beaucoup avoir des gens qui s'impliquent en fait dans leur santé.
Et c'est un support que j'ai toujours rêvé aussi, quelque part. Parce que si on n'apprend pas à se mettre en communication avec son propre médecin, il y a un moment, je pense, qu'on rentre dans une forme de dépendance, clairement, vis-à-vis du corps médical ou de sa manière de se soigner, mais aussi de sa manière de regarder le monde, en fait. Pour moi, le fait déjà de s'observer dans un quotidien, de pouvoir noter quelque chose, et puis de pouvoir faire des bilans de temps en temps, c'est de réellement s'intéresser à soi, en fait, de réellement s'intéresser à qui on est, de réellement s'intéresser au monde qui nous entoure, de voir comment il nous influence, comment on l'influence. Et en ça, il y a, je pense, une certaine forme de sagesse qui vient naturellement, en fait, de ce genre de travail. En tout cas, une envie d'explorer, de rester curieux, et je pense que ce sont des belles qualités dans une vie que de rester curieux et enthousiaste dans une chose aussi simple, en fait, que de s'observer et puis de se prendre un petit peu en main. Et du coup, est-ce que vous pouvez partager, puisque du coup, Ingrid, c'est depuis quelques années, toi, ça fait beaucoup d'années, je pense. Et qu'est-ce que vous pouvez partager de qu'est-ce qui a changé pour vous, en fait, depuis le début de votre pratique avec le Soleil Tantra? Moi, ouais. Moi, ce qui m'a touchée, c'est comme je partageais tout à l'heure, c'est de voir la puissance de mon mental et que cette pratique me ramène toujours là dans mon corps, en fait, dans ce qui se passe dans mon corps et de petit à petit d'arrêter toutes ces projections extérieures du mal-être qu'on peut avoir à l'intérieur, mais qui est dû à un tel ou une telle situation. Du coup, je trouve que ça me remet direct oui, à ce qui se passe en moi. Et au fil du temps, je vois qu'il y a des schémas, des manteaux qui se déconstruisent, où je suis bien plus centrée sur moi et ma propre observation. Enfin, oui, ma propre observation et comment dire, sa propre verticalité aussi qui se construit, ta posture intérieure en fait. Je suis bien plus dans mon écoute intérieure parce qu'à un moment donné, comme beaucoup, j'ai été complètement coupée de moi, hein, de mon corps. J'ai aussi fait un burn-out en tant qu'infirmière et c'est mon souffle qui m'a ramenée à ce chemin de l'Ayurveda justement. Donc pour moi, c'est un outil hyper précieux et qui coûte pas cher en fait, qui est là en nous et on sait même pas s'en servir en fait. Donc oui, ça m'apporte. Et je suis qu'au début, je pense que c'est tellement de choses à ressentir. Ouais, je pense que c'est précieux. Il est pas cher, mais il demande de l'investissement personnel, en fait. Oui, Et c'est ça qui est dur de nos jours, parce qu'en fait, on préfère acheter. On est dans une société de consommation. On préfère acheter le produit tout prêt, oui. mais ça ne donne pas les mêmes résultats non plus. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça demande de l'engagement. C'est sûr qu'on va, à la place d'aller voir 50 000 thérapeutes pour essayer de trouver une solution, là, c'est à l'intérieur, donc c'est plus long, mais c'est plus Puis, porteur, je trouve. ouais, et moi, je vais rebondir sur ce que dit Ingrid. Pour moi, tout ce que m'a apporté ce calendrier, c'est peut-être une meilleure affirmation de moi-même, en fait. Vu que d'une certaine manière, tu comprends que tu es ton propre support et que tu peux faire partir tes intentions et tes choix, en fait, de qui tu es. Je me suis senti, au fur et à mesure de ma pratique, peut-être moins dépendant sur ce que les autres pouvaient penser, ou de faire partir mes choix moins de mon influence en fait des autres. Et en ça déjà c'est un réel cadeau. C'est pas toujours évident en fait de s'affirmer en fait dans ce monde. Et, euh, et du coup oui, cette notion de verticalité, de posture qui vient à un moment où tu as l'impression de oui tu sais et tu sais ce qui est juste pour toi donc tu le fais. Après tu as tout le monde contre toi où tu as euh, c'est égal en vérité. Toi, au moins, tu sais d'où tu pars, de ce que tu fais, parce que tu te cales sur quelque chose entre guillemets, authentique, de universel et très clair, en fait. Voilà. Donc, cette clarté est importante. Personnellement, c'est ce que ça m'a peut-être plus apporté. C'est beau. En fait, je pense que ça va apporter. Moi, j'en suis pas là, hein. Moi, je suis encore
panique, il faut que la narine elle change, ça marche pas, je suis encore là. Mais j'imagine que ce que ça peut apporter à chacun, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment son ralliement personnel parce que voilà, celui qui manque de confiance, peut-être qu'il aura plus de confiance. Celui qui a besoin de sentiment de sécurité, il se sentira plus sécurisé. Je pense que ça va répondre un petit peu en lien avec les clochates finalement. Enfin, je sais pas, c'est Oui. ce que j'imagine. Je ne sais pas. C'est comme le jeûne, hein, chaque jeune chacun des jeûnes qu'on va faire ne vont pas se ressembler et ça va, les effets vont évoluer d'une personne à une autre. Voilà, ça fait partie de ces outils très profonds, très simples, comme le jeûne, voilà, l'écoute de la respiration qui vont du coup pas donner nécessairement un résultat précis, mais qui va être propre à chaque individu. Et puis pas tout de suite aussi. C'est Ouais, pas tout pas, de c'est suite. pas au bout d'une semaine qu'on observe sa narine qu'on voit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça demande de l'engagement et de l'engagement envers soi-même. Et finalement, c'est plus dur peut-être de s'engager envers soi-même. Oui, je trouve. Mm. Alors, le chat, il aura le mot de la fin. C'est plus salutaire quand on le fait soi-même. Les thérapeutes sont ceux qui sèment les graines, mais c'est nous qui faisons le travail. C'est beau. Donc, c'est un commentaire. Donc, on arrive à la fin du live. Dites-nous un petit peu si on veut rentrer en contact avec vous, Ingrid et Lionel. Donc, si vous voulez reprendre peut-être un petit peu ce que vous faites, ce que vous proposez, pour si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Et à ce moment-là, comment on vous trouve? Mm. Alors moi, je suis un peu particulier, je suis pas sur les réseaux, j'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram, tout ça. Donc j'ai qu'un email. L'email c'est ayurvedpalm@gmail.com. Et si vous voulez être dans le mailing list pour être au courant un petit peu de ce que je peux proposer en termes de conférences et de stages, je vais en donner notamment avec mon épouse cette année sur l'aspect du yogini, qui est un travail un peu sur le féminin dans le tantra, où les hommes sont bien sûr cordialement invités. Et puis, il va y avoir un atelier sur le Svara Tantra cet automne, justement en lien avec l'agenda. Voilà, et puis si je fais quelques conférences, donc il y a que par mail. Voilà. Donc ayurvedpalm@gmail.com. Je le mettrai après moi aussi. Merci. Et toi, Ingrid? Et moi, bah, par mail aussi, si tu veux le mettre, ou directement par Instagram. Après, c'est vrai que j'ai pas de site, je vais en refaire un site internet. J'ai un site de réservation en ligne où il y a les soins que je fais. Et après, je pratique chez moi et à Paris une fois par semaine. Pas une fois par semaine, une semaine par mois. Et sinon, dans le Nord-Isère, chez moi. J'organise aussi des cures avec, que tu connais, Sylvain et Sandrine. Mais ça, c'est pas spécialement communiqué, c'est plutôt à la demande pour des personnes que l'on suit déjà en Ayurveda. Oui. D'ailleurs, on ne trouve pas les informations quand on va dans vos sites. Toi, tu n'en as pas, mais quand on va Alors, chez les autres. je n'ai pas parlé, mais il y a deux autres sites. Si les gens veulent se renseigner un peu plus sur moi, il y a déjà mon Il y a travail avec Ayurveda Data. Ayurveda Data. Donc, c'est DA2TA. Vous tapez dans le browser de votre serveur et puis vous tombez dessus tout de suite pour voir un petit peu la formation que je propose, etc. Et puis, dans mon travail sur les plantes, il y a quand même le site d'Atma Bio, avec toutes les confections des infusions que j'ai fait depuis plusieurs années et qui sont assez intéressantes. Et là, il y a énormément d'informations sur l'Ayurveda que mon ami Kalian aussi a élaboré. Je l'ai fait participer un peu dans Atma Bio, je crois qu'il est passé peut-être déjà chez toi. Enfin, tu connais bien en tout cas. Oui. Et il fait partie des profs maintenant, ça y est. Il va faire le stage de l'année 3. Bon, Et si puis, on arrive à le faire. des publications sur l'Ayurveda d'Atma Bio sur Facebook et Instagram qui sont écrites par un de mes élèves qui est Luc Maudonnet, qui sont très intéressantes et qui relatent quand même beaucoup, même si c'est quand même le travail de recherche de Luc, je tiens à le préciser, qui relate quand même beaucoup un petit peu la saveur de mes enseignements. Voilà, et qui maintenant, je sais plus, il y a plus de 400 articles qui sont publiés depuis plusieurs années, donc ça vaut le détour. Voilà.
Et puis, vous pouvez retrouver aussi la chaîne YouTube qui est en lien, Ah où oui. il y a pas mal de Ah oui. vidéos et sur la pratique, mais aussi d'autres vidéos pour nos patients en Ayurveda, en fait, hein, et des interviews C'est de ça. Narendra et d'autres vont arriver aussi. Il y a des interviews, il y a comment on fait le ghee, comment on fait le kichiri, comment on se nettoie le nez. Il y a Sylvain qui fait des choses sur l'aspect postural. Et puis, il y a les vidéos de Ingrid qui explique aussi à niveau pratique comment changer sa narine, comment utiliser l'agenda. Un nettoyage du nez aussi. Ouais. Donc, c'est aussi une chaîne bien garnie. Enfin, qui commence à être bien garnie. Il y a quelqu'un qui pose une question, du coup, je pense que c'est par rapport au Swala Tantra. Qui interprète ce travail ou comment l'interpréter? Qui interprète ce travail, c'est-à-dire? Quel travail? Je pense que la réponse c'est soi, en fait. Ce travail de respiration, je pense que c'est ça la question. Qui interprète? Qui interprète ce travail, c'est soi-même. Les résultats de la pratique, c'est la personne qui pratique, oui. Vraiment, ouais. Voilà. Et comment l'interpréter? C'est ça la question, c'est que je pense c'est pas une chose à interpréter, je pense, c'est vraiment, est-ce qu'on est en connexion, est-ce qu'on est, expliquez-vous, vous expliquerez mieux que moi. Observer, hein, c'est surtout l'observation plutôt que de chercher à interpréter, surtout au début, en fait. Après, l'agenda peut être interprété par quelqu'un qui pratique. Si moi j'ai des gens qui viennent en consultation et qui ont leur agenda, qui ont noté leurs observations, etc. Elle a marqué l'agenda, donc comment interpréter l'agenda. Mais tout est écrit dans l'agenda, moi je l'ai, donc je peux le dire. Tout est écrit dans l'agenda. Comment on interprète, si c'est la lune, qu'est-ce que ça veut dire, si c'est le soleil, qu'est-ce que ça veut dire, tout est écrit là-bas. C'est le but de l'agenda, ouais, bien sûr. C'est le but de l'agenda. C'est que du coup, en fait, dans un petit truc, vous avez toute l'information. Il y a combien? C'est 180 pages. 180 pages, hein, c'est quand même. Oui, c'est ça. C'est quand même bien garni, hein. C'est un petit bouquin. Ok, mais j'essaie de faciliter parce qu'on aime bien ce qui est petit et facile. Il y a beaucoup de pages parce qu'il y a aussi toute la partie agenda, donc ça fait 2 pages pour une semaine, donc forcément ça tient aussi plus de pages. Et il y a un support théorie avant. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je mettrai du coup tous les liens et je mettrai le replay de ce live sur Insta et sur YouTube aussi. Belle journée à vous. Merci, Belle journée à toi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.